C'est parti, salut les gens, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ce module de sémiologie où nous allons aborder notre deuxième cours des généralités qui est intitulé La sémiologie pondérale. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet et de commencer notre cours à proprement parler, on va remercier notre partenaire qui nous accompagne au cours de ces vidéos de sémiologie à travers leur support, les Alin Stamil Fehduka. Je veux bien sûr parler de l'externe. L'externe, c'est une collection de réorganisation, une collection de livres, de supports pédagogiques qui sont là pour aider les étudiants en médecine, plus précisément les étudiants du cycle préclinique, c'est-à-dire les étudiants de la première, deuxième et troisième année médecine. Alors l'externe, ils ne sont pas là juste pour recopier bêtement et prendre les supports qui sont donnés par les profs et les mettre dans un livre. Non, ils sont là vraiment pour apporter une plus-value, c'est ce qui m'a plu chez eux. Ils sont là pour apporter une plus-value à travers leurs supports, à travers leurs compétences et leur réorganisation. نخليلكم le lien de leur compte Insta en description bien sûr, et vous avez envie de les contacter, et vous êtes intéressé par leur réorganisation et par leur support. Maintenant qu'on a dit tout ça, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet de notre cours à la sémiologie pondérale. Première des choses, وشنو هي la sémiologie pondérale? لازم نمدو une définition تاع le titre تاع le cours تاعنا. La sémiologie pondérale, c'est l'étude des différents symptômes, des différents signes cliniques qui sont relatifs à des problèmes de poids, qui manifestent un trouble du poids, un trouble pondéral. Cette kalima pondérale, elle fait référence au poids justement. L'étude des signes ou des symptômes cliniques, bah c'est l'étude sémiologique par excellence. Et pour le poids, on va se fixer plusieurs objectifs. L'ihuma, identifier et préciser les troubles du poids. لازم تعرف en tant que médecin, est-ce que le patient est en surpoids, est-ce qu'il est obèse ou là un état d'amaigrissement. Deuxième objectif, il faut être capable de déterminer les causes de trouble pondéral à travers les différents signes que tu vas récolter à travers ton interrogatoire, grâce à ton interrogatoire et à ton examen clinique. Les causes adoma, ou l'asbab, donc les étiologies qui permettent d'expliquer avec le trouble pondéral. Et troisième objectif, qui est sans doute l'un des plus importants, c'est d'être capable de dépister les potentielles complications. وشنو هو الديبيستاج هو الفحص, c'est-à-dire نسيو détecter الأمراض اللي عندهم علاقة مع les troubles du poids, مع les troubles pondéraux. Voilà les objectifs qu'on va se donner à travers le cours de la sémiologie pondérale. On va commencer le cours avec un rappel, avec des généralités, sur quelques généralités à le poids. لازم تعرف بلي le corps تاعك, il est constitué de 4 secteurs tissulaires principaux. On a d'abord le tissu de soutien, représenté par le squelette et le tissu conjonctif, tissu osseux, cartilagineux et tissu conjonctif, qui va soutenir tout le corps théâque, tout simplement. Il va représenter approximativement 24% de notre masse corporelle. عندنا تانيت le liquide extracellulaire, qui est un compartiment liquidien. C'est l'eau, le plasma sanguin auquel on va ajouter le liquide interstitiel. Il représente environ 24% de notre masse corporelle. عندنا comme troisième secteur la masse active, qu'on appelle également la masse maigre. Elle est représentée essentiellement par les muscles. On va rajouter la définition de la masse active les différents parenchymes, يعني les tissus fonctionnels تاع les organes, يعني مجموعة الخلايا تاع les cellules qui sont actives métaboliquement, qui sont actives d'un point de vue métabolique. C'est très important de préciser ça, parce que ça va permettre de différencier de la masse active de la masse graisseuse, du tissu adipeux, qui est le quatrième secteur. La masse active, elle représente, comme tu le vois ici, approximativement 37% de notre masse corporelle totale. Ces chiffres-là, bien sûr, les pourcentages, ils sont variables. Ils peuvent changer d'une personne à une autre, selon la présence de troubles pondéraux ou mais même selon le mode de vie et la constitution du corps des personnes, à cause donc des différences interindividuelles. Un bodybuilder, il ne va pas avoir le même taux de masse active qu'une taille. Il ne va pas avoir le même pourcentage de muscles, de masse musculaire qu'une taille des maraks bodybuilder par exemple.
les marques de musculation par exemple. Quatrième secteur, qui est très important pour l'étude de la sémiologie pondérale, c'est le tissu adipeux, c'est le gras, c'est la masse grasse. Cette masse graisseuse va représenter environ, bien sûr, 15 à 20% du poids corporel de l'homme. Chez la femme, on a une fourchette qui est un peu plus tal'a, 25 à 30% pour la femme. Ce tissu adipeux-là, ce gras, il est important, il reste important pour le corps تاعك, parce qu'il va représenter les réserves énergétiques تاعك. Ce tissu-là, il représente les réserves énergétiques que tu vas pouvoir تستعملو, que tu vas pouvoir utiliser comme source d'énergie qui ما يكونش كاين le glucose في الجسم تاعك, par exemple. Là, en proportion réduite, bien sûr. Les secteurs gaz, ces 4 secteurs-là, comme tu le vois, ils constituent et déterminent notre poids corporel. Ils sont proportionnés à l'ihsab des pourcentages bien définis, qui, si on les additionne, est censé nous donner notre poids corporel total. Iden bedlo la proportion d'un de ces secteurs-là. On va modifier automatiquement le poids corporel terna. Par conséquent, ce qui va nous donner un trouble pondéral, ça va être soit un déficit, un de ces secteurs-là, ou là, une surcharge, un de ces secteurs-là. Et les secteurs qui vont nous intéresser, qu'on va voir, les troubles pondéraux, ce sont essentiellement le tissu adipeux, le gras, le liquide extracellulaire, le compartiment liquidien extracellulaire qui va, selon si c'est un déficit ou une surcharge, nous donner un œdème ou bien une déshydratation. Et dans une moindre mesure, la masse active. Car dans un déficit de tissu adipeux, si on n'a plus de réserve énergétique sous forme de gras, ce qu'on va pouvoir utiliser sous forme d'énergie, ce sera bien sûr notre masse active. C'est ce qu'on va voir le court terme. Les déficits et les surcharges, ce sont des conditions pathologiques qui peuvent nous donner des complications qui risquent d'être dangereuses pour la santé du patient. Maintenant, avant de s'intéresser aux conditions pathologiques, bien sûr, on va devoir s'intéresser au poids normal. On va devoir s'intéresser d'abord au poids normal ou si on a كيفاش نقدروا نعرفوا كيفاش نقدروا نقولوا بلي un poids راهو normal ولا ما راهوش normal. Alors le poids normal ou là le poids idéal لازم تكون على بالك بلي il est déterminé ou il est déterminé على حساب la taille par rapport à la taille, par rapport et en fonction de l'âge, mais également il va dépendre du sexe de l'individu. Il va dépendre du sexe de l'individu si c'est un homme ou bien une femme. On va commencer par déterminer le poids normal dans un cas particulier, les enfants. Les bébés, les enfants, les nourrissons, on va dire les enfants de manière générale. Alors, pour pouvoir déterminer le poids idéal d'un enfant, en tant que médecin clinicien, on va utiliser des courbes de poids. Des courbes de poids et de corpulence qui sont établies à travers des études statistiques se référant à une population, bien à des populations de référence, qui vont permettre, en fonction de la taille et du sexe de l'enfant, de déterminer une tranche de poids qui est normale. Idéal l'enfant il se trouve au-dessus ou là en dessous de cette norme, on va considérer qu'il a un trouble pondéral, qui se trouve soit dans une région de surcharge, de surpoids, ou là dans une région de déficit, de maigreur. Donc, on a quelques normes qui ont été données pour le support. Il faut savoir qu'un nouveau-né à terme va peser près de 3,5 kg et mesurer 50 cm approximativement, bien sûr. Et toujours approximativement, il va doubler son poids de naissance aux alentours de 5 mois et il va être capable de le tripler à 1 an. Ça, ce sont des mesures approximatives et générales. كيفاش جبناهم شكلك مسمى من راسنا جبناهم grâce à des études statistiques. On a étudié des populations de référence où جبدنا بلي على حسب la population la norme تاع le poids تاع les enfants la population تاعنا هنايا et la taille تاعهم elle est de ici 3,5 kg et la taille de 50 cm à peu près. Ça, c'est la méthode qui nous permet de définir un poids normal pour un enfant. Maintenant, pour les adultes, واش هما les méthodes اللي يخلونا نقدروا déterminer le poids idéal pour un adulte. On a plusieurs méthodes d'ailleurs qui sont plus ou moins fiables
et plus ou moins utilisée en clinique, la pratique médicale. Première méthode, on va s'appuyer kima pour l'enfant. Elle a des tables de poids. Ce n'est pas des courbes, c'est des tables. C'est à peu près la même chose. Elles sont établies en fonction de la taille et de l'âge de l'individu ténit. تلقاهم في les compagnies d'assurance vie, hein, où l'espérance de vie, c'est une information très importante les hommes, et bien sûr le poids, il va définir l'espérance de vie تاعك. Une personne obèse ne va pas avoir la même espérance de vie qu'une personne normale. Elle n'a pas de trouble pondéral. Donc même chose que pour les courbes de poids, les tables كيفاش درناهم وكيفاش جبناهم, eh ben, elles ont été établies grâce à des études statistiques toujours, où on a défini une norme au sein d'une population de référence. Deuxième méthode, c'est une méthode mathématique qui est représentée par une formule, la formule de Lorentz. Là, le but, c'est de calculer le poids en kilogrammes, bien sûr, à l'hsab la taille et le sexe de l'individu. Avec la formule, le poids en kilogrammes est égal à la taille en centimètres naqs 100, c'est-à-dire qu'on va prendre le nombre de centimètres qui sont au-dessus du mètre. Nzidou nqsou la taille, toujours en centimètres, naqs 150. Et hanqsmou soit à l'arba'a, il tu es un homme, soit à la zouj, il tu es une femme. En utilisant cette formule, on va tomber sur un poids qui est approximativement idéal. Information à rajouter, bien sûr, il y a une petite précision. Li lazem nzidouha. Pour que cette formule fonctionne toujours et qu'elle prend en considération le facteur vieillissement, on va ajouter 1 ou 2 kg par décennie une fois que tu foutes les 20 ans. C'est-à-dire qu'à 20 ans, la formule de la Kimarahi, à 30 ans, tu 1 ou 2 kg, باش تلقى le poids idéal. À 40 ans, 1 ou 2 kg تزيدهم تانيت. 50 ans, 1 ou 2 kg, etc. etc. يعني بلي décennies, بال10 سنوات. Troisième méthode ou la troisième technique, c'est ce qu'on appelle la méthode de Broca. Elle est très très simple, très intuitive, mais très limitée. Le poids idéal, il va correspondre au nombre de centimètres qui au four le mètre. Exemple, le poids idéal est 60 kg. Le poids idéal est 75 kg. C'est la méthode la plus bédihia qui te fait rasek. Elle est très très simple à appliquer, intuitif même, mais bien sûr elle est limitée. Elle est même trop simple, j'ai envie de te dire. Pourquoi elle est limitée? Parce qu'elle va donner des poids très élevés, donc la taille elle est très élevée. Imaginons qu'elle est 2 mètres, 2 mètres 10, ou la même, les cas de figure. Une femme qui fait 1m70 ou 1m80, 70-80 kg, ça peut paraître, pour certaines morphologies, pour certaines corpulences, être un poids qui est exagéré, voire même un poids de surpoids. Donc c'est une méthode qui est limitée de par son utilisation. Elle est très simple à utiliser, intuitive même, mais pas vraiment utilisée pour la pratique médicale. Les quatrième et cinquième méthodes, par contre, ce sont des méthodes liées. On va les utiliser énormément en tant que médecin et en tant que clinicien. C'est très important pour la pratique médicale. La quatrième méthode, c'est tout simplement l'utilisation de l'IMC, l'indice de Ketley, ou là en anglais, le BMI. IMC ou indice de masse corporelle. Et BMI, c'est en anglais Body Mass Index. Comme son nom l'indique, c'est un indice. Ou un indice, c'est un ratio mathématique qui va nous orienter pour pouvoir définir l'état pondéral dans lequel le patient ternant se trouve. L'IMC نلقاوه en divisant le poids en kilogrammes, elle a la taille qui est en centimètres au carré, ça va nous donner donc un ratio qui va être en kilogrammes par mètre carré, par mètre oustné. Une fois qu'on a notre IMC, le chiffre qui est l'IMC, il peut être interprété par le tableau des un tableau qui va nous permettre donc de définir l'état pondéral à le patient. C'est la classification de l'IMC d'après l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Où je vous fais le tableau, on a plusieurs seuils qui vont permettre de définir plusieurs états. Le cas avec un IMC qui est inférieur à 16,5, on dit que tu es dans un état de dénutrition. Il y a entre 16,5 et 18,5, un état de maigreur. La tranche idéale pour l'IMC, c'est entre 18,5 et 25, 24,9. Là,
On dit que راك le poids normal, un poids idéal, un poids de référence. Au-delà de 25, quand tu dépasses 25, la surcharge pondérale. Entre 25 et 30, ici 29,9, راك en surpoids. Et au-delà de 30, on va définir l'obésité. L'obésité qui est bien sûr classée, qui est bien sûr gradée. Il y a plusieurs stades, plusieurs grades pour l'obésité, du modéré jusqu'au massif. De 30 à 35, 34,9 bien sûr, RAC, le grade numéro 1, le stade 1, l'obésité modérée. Si tu dépasses 35, 40, 39,9, RAC, l'obésité sévère, le grade 2. Et au-delà de 40, plutôt akbar ou yusawi 40, tu es l'obésité morbide, l'obésité massive, le grade 3. Et là, la vie تاعك, elle est en danger. Cette méthode-là, bien sûr, l'IMC, a atteint les limites تاعها. L'IMC, qui m'a rappelé que la définition تاعو, ça reste un indice, un مؤشر, qui est important à recontextualiser à la situation de le patient. C'est pas n'importe quel patient, tu vas utiliser l'IMC de la même manière. وعلاش? Parce que l'IMC, mais il me donne les informations à la répartition de le poids, les compartiments ou les secteurs tissulaires. Et il va nous donner encore moins d'informations à la répartition des graisses. Donc par conséquent, l'IMC, il le patient a un cas particulier. Par exemple, il a une musculature imposante. Quand l'IMC est un sportif de haut niveau, un bodybuilder par exemple. Il a une masse musculaire très développée. نقدروا نلقاو بلي عنده un IMC راهو يدور فوق 25 يدور فوق 25 ولا aux alentours de 30. D'après le تفسير تاع l'OMS pour l'IMC, cet individu-là est censé être en surpoids ou là obèse. Alors que non, c'est faux. Il a juste plus de muscles que la normale. Ça ne veut pas dire que il va avoir les mêmes facteurs de risque cardiovasculaire qu'une personne qui est en surpoids ou qu'une personne qui est obèse, à la gel, donc le taux de masse grasse qui est trop élevé. Donc il faut garder en tête que ça reste un indice qui doit être interprété correctement à la situation اللي راك فيها. Voilà pour l'IMC. Cinquième méthode, dernière méthode, qui est elle aussi très utilisée dans la pratique médicale. C'est le tour de taille, la mesure du tour de taille et le rapport tour de taille à la tour de hanche. Alors, le tour de taille, il se définit comme étant la circonférence, comme étant périmètre, si tu veux, le périmètre abdominal, le périmètre de la région de l'abdomen. Donc, tu as le kerch si tu veux. Qui veut on à l'aide d'un mètre, d'un ruban mètre, comme tu vois fait l'image. À quel niveau? Eh ben, entre les dernières côtes, les fausses côtes, la dernière paire de côtes, حتى les crêtes iliaques تاع l'os coxal. C'est هذا هو l'endroit المليح اللي يخلينا نبداو نحسبوا نقيسوا نميزوريو le tour de taille de l'individu. Pourquoi est-ce qu'on mesure le tour de taille? Alors qu'on a l'IMC. Mesurer le tour de taille essentiellement dans les cas de figure où le patient a un IMC qui 25 ou 35. Dans ces cas de figure-là, pour définir est-ce qu'on est dans un surpoids ou bien dans une obésité modérée, donc de grade 1, on va utiliser le tour de taille pour vérifier si la graisse s'est répartie au niveau abdominal ou là. Je vais vérifier où il a la graisse le niveau abdominal, est-ce qu'on a affaire à une graisse qui est viscérale ou pas? Une graisse viscérale, c'est une graisse qui va se situer proche des organes. Et c'est le type de graisse le plus dangereux d'un point de vue cardiovasculaire et d'un point de vue métabolique. Parce que la graisse, le mashakil et le plus de complications. Donc, le tour de taille. Qui fait que il a un tour de taille problématique ou là. On a des seuils. Qui m'a pour l'IMC, on a des seuils à ne pas dépasser. Sinon, on peut les racks obèses, on peut un risque cardiovasculaire ou augmenté. On a plusieurs seuils qui ont été définis. Les seuils qui ont été définis, ils ont été définis à l'hsab les normes des pays, à l'hsab les normes géographiques. La corpulence des Asiatiques, mais chez qui m'a corpulence les Américains.
la corpulence des Américains, mais qui la corpulence des Européens, mais qui les Africains. Ce qui fait que la répartition des graisses, elle est ethnie dépendante. Un asiatique, mais il ne va pas stocker le gras qui un américain le fait, ou qui un africain ou un européen. C'est pour ça qu'on a plusieurs normes. Maintenant, on va essayer de retenir deux normes qui sont importantes à garder en tête. La première norme, c'est la norme européenne. D'ailleurs. Si un homme a un tour de taille qui est supérieur à 94, on le considère obèse. Ou là, on considère qu'il a un risque cardiovasculaire qui est augmenté. Si une femme a un tour de taille qui est supérieur à 80 cm, risque cardiovasculaire augmenté, la définition de l'obésité. Ça, c'est la norme européenne. La deuxième norme, c'est la norme américaine. C'est la norme qui est un peu plus laxiste. Mais on peut l'utiliser. Hein. On considère qu'un homme est obèse en utilisant bien sûr le tour de taille. Selon la norme américaine, IDA, son tour de taille dépasse 102 cm. Et une femme rentre dans la catégorie de l'obésité où elle a un risque cardiovasculaire très élevé si son tour de taille dépasse les 88 cm. Selon bien sûr les normes américaines. Ça, c'est pour le tour de taille. La deuxième mesure qui est importante et qui permet de mieux répartir et d'avoir une meilleure idée sur la répartition des graisses, c'est le rapport tour de taille à la tour de hanche. En anglais, le waist-hip ratio. Alors, ce rapport tour de taille sur tour de hanche, bien sûr, il va utiliser le tour de taille et il va utiliser le tour de hanche. Le tour de hanche. Le tour de hanche, il va être mesuré à la hauteur des deux trochantères fémoraux. À ce niveau-là, vous voyez la souris. En pratique, tu vas prendre les hanches comme étant la partie de la région qui va permettre de relier le tronc et les membres inférieurs, où c'est le plus large. Et sont aux alentours donc des deux trochantères fémoraux. Une fois que tu as ton tour de hanche et que tu as ton tour de taille, tu peux tester le ratio. Et le ratio, on va le considérer comme étant élevé. IDA, il va être akbar ou yusawi 0,9 pour l'homme. Ou la 0,90, c'est la même chose. Et on considère qu'il est élevé. IDA, il compte akbar ou yusawi 0,85 pour les femmes. Bien sûr, selon les normes de l'OMS. هاد les méthodes ou les mesures اللي هادو شفناهم tour de taille, rapport tour de taille, tour de hanche, l'IMC, même les méthodes شفناهم قبيلات, ce sont des indicateurs anthropométriques qui nous permettent donc de déterminer le poids du patient, normal ou la. Mais ce qu'on va utiliser en clinique, essentiellement, c'est bien sûr l'IMC et le tour de taille en priorité. Maintenant qu'on a vu et que nous connaissons les méthodes, on va pouvoir définir ce qu'est le poids pathologique. نعرفوا كيفاش نلقاو le poids normal. Maintenant, نشوفوا كيفاش نلقاو on peut définir les troubles du poids, les poids pathologiques. Avec un schéma qui va t'expliquer précisément qu'est-ce qui va régir le poids normal et qu'est-ce qui va nous donner le poids pathologique. Le poids de manière générale, il est influencé et contrôlé par la balance calorique, la balance énergétique. واش معناتها الوزن ديالك راهو يديبوندي من d'un côté كمية l'énergie ou la كمية les calories اللي راك تدخلها للجسم ديالك, ce sont les apports caloriques. تجيبهم من الماكلة bien sûr, من l'alimentation, de la nutrition. Ou d'un autre côté راهو يديبوندي تاني من كمية l'énergie اللي راك تستهلكها, اللي راك dépenser les dépenses caloriques ou la énergétique تاعك اللي راهم représentés d'une part par ton métabolisme de base, le minimum d'énergie les organes تاعك يسحقوا باش تبقى حي, et d'autre part par l'activité physique اللي راك ديرها. قد ما دير sport par exemple, قد ما راك dépenser l'énergie, c'est-à-dire راك dépenser les calories. هاد les apports ou هاد les dépenses هما اللي يكونوا لنا la balance énergétique. إذا les apports أكبر من les dépenses تزيد في le poids,
c'est normal. Ou il a les dépenses akbar les apports, تنقص في le poids. C'est aussi simple que ça. Donc, pour pouvoir garder, pouvoir avoir et garder un poids qui est normal, لازم هذيك la balance تكون à l'équilibre. C'est-à-dire نكونوا في l'équilibre nutritionnel. Cet équilibre nutritionnel, il est atteignable que lorsque les besoins énergétiques, les besoins de la balance énergétique sont satisfaits. ما لازمش نزيدوا فوقهم وما لازمش نقصوا منهم. هاد les besoins énergétiques واش عندك des besoins qui sont quantitatifs عندهم علاقه donc بالكميه la quantité وعندك les besoins qui sont qualitatifs عندهم علاقه plutôt avec le type d'aliments et de nutriments les actes consommés. Alors qu'est-ce que ça veut dire plus concrètement? Les besoins quantitatifs c'est la quantité de calories qui est nécessaire pour être à l'équilibre. La quantité de calories les راهي تساوي les dépenses تاعك. Par exemple, il y a l'IOMA, j'ai dépensé une certaine quantité d'énergie. Par exemple, on parle de 2800 kilocalories. Parce que je suis bzaf, ou la dette séance de sport, ou là, je ne sais pas où je dette. Mes besoins quantitatifs, les besoins quantitatifs, à l'équilibre, c'est 2800 kilocalories, tout simplement. La quantité et la quantité que j'ai dépensée, le poids où il sera stable. Par contre, pour les besoins qualitatifs, على بالك que l'alimentation تاعك on consomme plusieurs types de nutriments. نقدروا نكلاسيوهم d'ailleurs. عندنا les macronutriments اللي هما les biomolécules قاريهم في biochimie, glucides, lipides, protéines. وعندنا les micronutriments تانيت اللي هما les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments. اللي تنقريتهم في biochimie على كل حال. Satisfaire les besoins énergétiques تاعنا ne veut pas seulement dire satisfaire les besoins quantitatifs. Non. Il faut avoir les bonnes proportions de glucides, de protéines, de lipides et de micronutriments pour arriver à l'équilibre nutritionnel et sauvegarder la composition corporelle normale. C'est ça les besoins qualitatifs. Dans le cas où les besoins énergétiques ne sont pas satisfaits, automatiquement, on est l'équilibre ou on est le déséquilibre nutritionnel. Et ce déséquilibre nutritionnel va impacter le poids TAC, nous donnant un poids pathologique. Maintenant, le poids pathologique, il peut apparaître de deux manières. Soit il apparaît progressivement, et dans ce cas, lorsqu'il apparaît progressivement, le secteur tissulaire ce sera la masse grasse ou la masse active, masse musculaire. Parce que le tissu adipeux et le tissu musculaire, ça prend du temps pour les développer ou la Par contre, il y a le poids pathologique, il apparaît rapidement, brutalement. Les cellules liquides extracellulaires, c'est le secteur hydrique, le compartiment liquidien qui a été touché. Parce que le main, c'est très rapide. C'est facile d'augmenter la quantité d'eau ou bien de diminuer la quantité d'eau. Et bien sûr, dans les deux cas de figure, on va avoir des excès ou là des déficits. Ziyada ou la noqsan. L'excès de poids qui va toucher la masse essentiellement grasse, l'obésité. L'excès de poids, c'est le secteur hydrique, un compartiment liquidien extracellulaire, ce sera l'œdème. Et l'insuffisance de poids, la masse grasse, mais la masse active, les deux, l'amaigrissement, c'est une insuffisance de poids, un déficit de poids, tandis que l'insuffisance de la le secteur hydrique, c'est la déshydratation. Tu vas donc deviner que le court terme, on va étudier l'obésité, on va étudier l'amaigrissement, on va étudier l'œdème et on va étudier la déshydratation. On va étudier les excès de poids et les insuffisances de poids, les secteurs tissulaires, on a introduit le court terme. On va commencer par étudier les excès de poids d'abord. Premièrement, l'obésité. Par définition, l'obésité, c'est une maladie chronique qui est définie par un excès de poids, plus précisément un excès de masse grasse qui est supérieur à 20% par rapport au poids normal de l'individu.
Cette obésité est diagnostiquée à l'aide de l'IMC et du tour de taille, les mesures et indicateurs anthropométriques qu'on a vus tout à l'heure. Une personne est considérée obèse si son IMC est supérieur ou égal à 30 et que le tour de taille TEHA est soit supérieur à 102 cm pour un homme selon les normes américaines, 88 cm pour une femme selon ces mêmes normes américaines. Ou encore, si on utilise les normes européennes, 80 cm pour un homme, 94 cm pour un homme, pardon, 80 cm pour une femme. Quels sont les différents signes cliniques qui vont ressortir d'une personne obèse? Eh bien, c'est ce qu'on va voir, l'étude sémiologique de l'obésité. L'étude sémiologique, c'est l'analyse des différents signes cliniques, l'interrogatoire ou l'examen clinique. Ici, pour l'obésité, les deux vont être importants, l'interrogatoire et l'examen clinique. Le but de l'étude sémiologique, les cours théoriques sémio de manière générale, c'est de reconnaître la maladie, de préciser les causes, les potentielles causes de la maladie et de détecter les potentielles complications. نبداو بالinterrogatoire تاعنا. L'interrogatoire تاعنا va devoir rechercher plusieurs points essentiels. Le premier et le plus important, c'est bien sûr les modalités de la prise de poids. واش نقصدوا les modalités de la prise de poids. Les modalités تاع عفسه معينه هما كاع لي بارامتر كاع المعلومات اللي خصنا نعرفوهم باش نقدروا نوصفوا هذيك العفسه. Ici باش نقدروا نوصفوا la prise de poids تاعنا. Ce sera représenté par les questions كيما شحال من كيلو زدت في الوزن، شحال زدت من الوزن في الوزن، فقتاش بدات هاد لا بريز دو بوا، dans quelles circonstances تندارت هاد la prise pondérale. Donc tout ça, ce sont des questions, les questions sont des questions très importantes à poser pour notre patient pour pouvoir décrire la prise de poids TAO et déterminer la cause ou les causes, les différents facteurs qui aident la prise de poids. On peut demander bien sûr l'interrogatoire TANA pour se faire une idée à le poids les canando le patient TANA il prend du poids. Alors, le poids de naissance, si possible. On peut demander le poids lors des visites médicales scolaires ou là, lors des consultations avec le médecin. Le poids lors du service militaire. D'anciennes photos, la photo de la carte nationale par exemple, ou là les tailles vestimentaires les كان يلبسهم. تلبس الام من قبل ما تبدا تلبس الاكس ال ولا لا لا. Ça, on va le demander pour se faire une idée à la كيفاش le patient تاعنا كان قبل la prise de poids et ainsi pouvoir déterminer plus ou moins précisément فقتاش بدات ou كيفاش بدات la prise de poids. Autre information très importante à demander, c'est surtout de savoir la prise de poids هذه تندارت progressivement en quelques années, en plusieurs années, ou là elle a été rapide en quelques mois. Ça c'est très important parce que ça va nous permettre de nous orienter en tant que clinicien vers la potentielle cause. Si la prise de poids a été trop rapide, on peut penser vers une cause organique, vers une cause endocrinienne. La thyroïde ou un hypercortisisme. C'est ça ce qui a fait qu'il prend du poids rapidement. Si la prise de poids elle a été progressive en quelques années, non, donc sans s'alarmer, c'est sans doute la modification du style de vie, حبست ما دير sport, بديت ترخي روحك مع الزواج مع الماكله etc. C'est normal. Donc, question très importante à poser. Deuxième point à rechercher, l'interrogatoire TANA, ce sont les circonstances déclenchantes justement, العوامل اللي خلاو le patient TANA il prend du poids. Les circonstances اللي كان فيهم وخلاه il prend du poids. On a plusieurs circonstances qui peuvent déclencher une prise de poids. Ici on en a cité 4. Le premier c'est le choc émotionnel ou affectif. Selon le profil psychologique des patients, il y a des patients qui seront un événement émotionnellement fort, un événement qui va l'affecter, il va l'affecter psychologiquement, il peut prendre du poids, il va manger un peu plus. Ou là au contraire, il va perdre du poids. Ça dépend du profil psychologique. On peut avoir des événements physiologiques qui peuvent déclencher une prise de poids, la puberté, la ménopause, la grossesse, ou des événements qui ne sont pas vraiment physiologiques et qui ont été induits, comme par exemple la contraception. La pilule peut faire prendre du poids pour les femmes.
Deuxième circonstance déclenchante, la réduction de l'activité physique, qui est sans doute la cause, le déclencheur, l'oul, li يفسر ويexplique لنا وعلاش l'obésité انتشرت في العصر تاعنا. لو مود دو في سيدونتير تاعنا اللي خلينا ما نبوجيوش بزاف، الخدمه تاعنا تاع البيرو اللي ما تخليناش نبوجيو بزاف، لو فيتيك ما عندناش الوقت باش نديرو سبور، ما نبوجيوش بزاف، ou bien sûr associé الماكله تاعنا qui n'est pas top, ça va nous donner bien sûr une prise de poids qui va bien sûr nous mener à l'obésité لو كان ما نبوجيوش لو كان on ne fait rien. Troisième déclencheur possible, le sevrage du tabac ou là de n'importe quel autre toxique. واش نقصدو le sevrage تاع le tabac? Le sevrage c'est l'action de تحبس عفسه معينه. Ici le tabac. واحد كيكون يتكيف et qui est addict la cigarette ou au tabac. Lorsque يحبس, il va automatiquement يحس la sensation de manque. باش يقدر يحبس réellement الدخان, il va avoir tendance à manger plus. Avec l'ancien fumeur, il va avoir tendance à manger plus pour combler avec la sensation de manque. C'est pour ça que le sevrage du tabac, ou même de n'importe quel autre toxique, ici on a cité le tabac, on aurait pu citer l'alcool, on aurait pu citer les drogues, les nombreuses drogues qui existent. L'action que تحبس, l'action d'arrêter une addiction quelconque, peut nous mener vers une prise de poids. Le patient va se diriger donc vers le makla qui va lui permettre de نقص avec la sensation de manque. Et enfin, dernier déclencheur possible qui ne doit pas être négligé par le clinicien, c'est bien sûr les traitements médicamenteux, donc les médocs doigts. On a plusieurs médicaments qui peuvent déclencher une prise de poids. Les premiers qui peuvent te venir en tête, c'est bien sûr les corticoïdes, les dérivés cortisol, qui en plus d'être hyperglycémiants, peuvent favoriser une prise de poids. Les antidépresseurs, ils peuvent favoriser une prise de poids. Les antidépresseurs, ce sont les médocs, les traitements qui sont donnés pour traiter la dépression et les troubles dépressifs de manière générale. Les neuroleptiques, les médicaments qui sont donnés pour traiter les troubles psychiques, ils favorisent la prise de poids. On aurait pu citer les antihistaminiques, ceux qui sont donnés pour traiter les allergies, ils favorisent la prise de poids. Troisième point à aborder fin interrogatoire تاعنا, qui est très important, c'est le comportement alimentaire. Il faut s'intéresser au comportement alimentaire du patient. واش ياكل et en quelle quantité راهو ياكلو ou كيفاش راهو ياكلو. C'est très important. Pourquoi c'est important de poser des questions? Pour pouvoir détecter les TCA, les troubles du comportement alimentaire. Ce n'est pas كاع الناس اللي يعرفوا كيفاش ياكلو et en quelle quantité لازم ياكلو واش لازم ياكلو pour bien se nourrir, tout simplement. Donc là, beaucoup de personnes qui souffrent de troubles pondéraux, عندهم des TCA, des troubles du comportement alimentaire. Les troubles du comportement alimentaire, donc, سموهم en deux grands groupes. Le premier groupe, ce sont les troubles quantitatifs, les خصو la quantité. Et le deuxième groupe, ce sont les troubles qualitatifs, les خصو plutôt la manière اللي رايح تاكل les aliments ou الماكلة تاعك. Pour les troubles quantitatifs, ils ne sont pas très fréquents, ils sont observés que dans 20% des cas, et ils sont représentés par essentiellement la polyphagie. La polyphagie, c'est l'action de manger de très grandes quantités de nourriture, ou à l'élévation du seuil de satiété. C'est-à-dire l'élévation du seuil ta shba. La satiété est shba. Le polyphage, le patient qui est polyphage, qui joue, ياكل يزيد ياكل ويزيد ياكل. وعلاش وقعد غير يزيد ياكل وما يحبش؟ parce que ما راهوش يشبع. Il a un seuil de satiété qui est beaucoup trop élevé. C'est pour ça que les patients polyphages تلقاهم ياكلوا des quantités astronomiques تاع 3 voire 4 personnes dans certains cas de figure. Ça c'est pour la polyphagie. Deuxième catégorie, les troubles qualitatifs. Ils sont beaucoup plus fréquents, dans 2 tiers des cas, et ils sont représentés par 3 grands troubles. La compulsion alimentaire, le grignotage et la boulimie.
Pour la compulsion alimentaire, il y a l'action de manger un seul aliment plusieurs fois par jour, impulsivement, صباح وعشية, ou غير هذاك l'aliment. C'est ça la compulsion alimentaire. La plupart du temps, c'est un aliment glucidique, يعني sucré, سكر, où ça touche beaucoup plus les enfants. تلقى طفل صغير يموت على الكيت كات باغ اكزومبل، تصيبو ياكل الكيت كات صباح وعشيه، صباح على 12 العشيه في الكوتي في العشاء ابخي العشاء كينوض صباح قاعد ياكل اش 24 في هذيك لا نوريتور بالذات impulsivement. C'est ça la compulsion alimentaire. Deuxième trouble qualitatif, le grignotage. Qu'est-ce que le grignotage? C'est l'action de manger de petites quantités entre les repas et sans arrêt. Par exemple, il y a 3 repas في النهار, le petit déjeuner, le déjeuner اللي هو نعيطوا له الفطور, ou العشاء في الليل. Le fait est de manger entre les repas des petites quantités, entre le petit déj ou le fطور, ou bien entre le fطور ou l'isha, et que tu manges plusieurs fois des petites quantités bla ma tahbis tous les jours, et bien là on dit que tu es en train de grignoter. Troisième et dernier trouble qualitatif, c'est la boulimie. La boulimie تشبه شوية la polyphagie. عندهم أوجه تشابه ما بيناتهم. Qu'est-ce que la boulimie? La boulimie, c'est l'action kif d'ingérer, de manger de grandes quantités, de très grosses quantités de nourriture ou d'aliments, de toutes sortes. Donc, تشبه la polyphagie. Mais وشنو هو الفرق ما بيناتهم? Quelle est la différence entre la polyphagie et la boulimie? Eh bien, le boulimique ياكل هاد les grandes quantités en dehors de toute faim. ما راهوش جيعان le boulimique qui راهو ياكل كاع هاد les quantités. على عكس le polyphage, hein, le polyphage ياكل بزاف parce que ما راهوش يشبع. Le boulimique ياكل بزاف parce que psychiquement ما راهوش مليح. La boulimie, elle évolue par crise généralement, et elle est le symptôme d'une décompensation psychique grave, d'un trouble psychique grave qui affecte le patient ternain. C'est ça la différence entre les deux. D'ailleurs, les troubles qualitatifs, de manière générale, ils sont associés à des problèmes mentaux ou psychiques ou psychologiques, hein. Par exemple, le grignotage et la compulsion alimentaire, ce sont des comportements liés, on a observé, شفنا بلي les personnes qui ont les deux troubles, généralement, c'est des réflexes de défense contre l'anxiété ou contre le stress. Tu stresses, tu vas grignoter un truc sucré. Tu es anxieux, tu vas manger avec l'aliment اللي راك تحبه باش تقدر تقاوم contre l'anxiété ou contre le stress. Voilà pour le comportement alimentaire et les TCA. Quatrième point qui va être abordé dans l'interrogatoire ternant, c'est bien sûr les dépenses énergétiques. On va s'intéresser aux activités sportives, physiques et professionnelles de notre patient. Est-ce que راهو يدير sport ou لا؟ Est-ce que راهو يخدم؟ Est-ce que الخدمة تاعو physique ou لا؟ Est-ce que يخدم في البيرو وين ما يدير aucun effort ولا راهو يخدم في الشانtier وين donc il va avoir des dépenses énergétiques كبار. Ça, c'est important à demander dans l'interrogatoire. On terminera notre interrogatoire avec deux enquêtes. Une enquête psychologique qui aura pour but de déterminer le profil psychologique de le patient TNA. Est-ce que là, dépressif, anxieux ou là. Et une dernière enquête qui va s'intéresser aux antécédents, bien sûr, hein, les différents événements, les l'état de santé de le patient TNA, ou l'état de santé de la famille, c'est donc personnel et famille. On demandera systématiquement le poids des parents. Est-ce que les parents la perte, le patient concerné, la consultation ternain, rahom obèse ou là. Est-ce qu'on est face à une obésité familiale et donc on pourrait suspecter une cause génétique, hein, une obésité constitutionnelle. Ou là. On demandera la présence ou pas des facteurs de risque cardiovasculaires qui ont été prouvés, qu'ils sont associés à l'obésité. Ma'roufin les facteurs de risque cardiovasculaires, le diabète, sucré bien sûr, et généralement de type 2, et l'HTA, l'hypertension artérielle, hein, qui sont donc des complications associées à l'obésité qui est très important à dépister. On demandera TNIT, bien sûr,
on essaiera de rechercher la présence ou pas de maladies endocriniennes. Ça, c'est très important à ne pas louper en tant que clinicien. Tu ne dois pas, en tant que médecin, louper les causes endocriniennes, les causes organiques, l'hypothyroïdie ou encore l'hypercorticisme. L'hypothyroïdie, trouble fonctionnel de la thyroïde, où elle ne va pas sécréter suffisamment d'hormones thyroïdiennes, T3 et T4. La conséquence de le trouble fonctionnel, c'est que le métabolisme de l'individu qui a de l'hypothyroïdie est lent. Il va être ralenti, le métabolisme TAO, ce qui va favoriser la prise de poids avec le même régime alimentaire. Z, l'hypercorticisme, même chose. L'hypercorticisme, le syndrome de Cushing, où le cortisol il non seulement c'est hyperglycémiant, mais en plus ça favorise la prise de poids et ça va nous donner une prise de poids, une obésité particulière. Cushingoid, on lui a donné le nom de le syndrome, où la graisse elle va avoir tendance à se localiser au niveau de la face et du tronc de le patient qui présente un hypercorticisme. C'est une obésité facio-tronculaire. Donc très important à dépister le syndrome de Cushing et l'hypothyroïdie face aux obésités et aux surcharges pondérales. On a terminé avec l'interrogatoire, on passe à l'examen clinique. L'examen clinique va se fixer 5 objectifs. Première chose, on va apprécier le degré de surpoids, le degré de surcharge pondérale. On a distingué tout à l'heure l'obésité modérée, l'obésité sévère, le grade 2, le stade 2, et le troisième stade qui n'est pas cité d'ailleurs, l'obésité massive, morbide. Ici, c'est les pourcentages, excès de poids de 20 à 50%, 50 à 200% pour l'obésité sévère. Mais en clinique, en pratique, on va utiliser l'IMC pour pouvoir grader et donc stadifier les obésités TEWANA, les stades et les grades de l'obésité. Selon l'IMC le patient, on verra s'il a une obésité de stade 1, 2 ou 3. Au-dessus de 30, tel 35, on est obésité modérée. Entre 35 et 40, on a obésité sévère. Et à partir de 40, on a l'obésité massive et morbide qui est bien sûr très dangereuse pour la vie du patient. Deuxième objectif, on va essayer de déterminer le type d'obésité عن طريق واش عن طريق l'inspection تاعنا عن طريق الملاحظة تاعنا عينك هي ميزانك. Les patients obèses ne vont pas présenter le même type d'obésité et ils n'auront pas les mêmes complications ou encore les mêmes facteurs de risque. كاع الناس يختلفوا sur la manière dont ils ont à stocker le gras. Donc, on va distinguer l'obésité androïde, qui est une obésité qui est courante chez les hommes, où la graisse va avoir tendance à se localiser, à être stockée au niveau abdominal et au niveau de la partie supérieure du corps, c'est-à-dire la ceinture scapulaire. Ça va nous donner la forme d'une pomme. L'homme qui est obèse et qui est l'obésité androïde, il va avoir la forme d'une pomme. Cette obésité androïde, ça a été prouvé qu'elle est corrélée avec des problèmes métaboliques, avec des complications métaboliques qui ont été regroupées avec des facteurs de risque cardiovasculaires et métaboliques qui ont été regroupés sous le nom du syndrome métabolique, les Hanshofo Umbat. Donc tu le gardes dans un coin de ta tête. Deuxième obésité à distinguer, c'est l'obésité génoïde, les femmes. Dans ce cas de figure-là, l'obésité génoïde, la graisse va concerner et va être stockée au niveau du bassin, au niveau des hanches, des membres inférieurs de la ceinture pelvienne, c'est-à-dire au niveau des cuisses, du ventre aussi, et essentiellement au niveau des fesses. Donc, ça, c'est l'obésité génoïde qui les rince beaucoup plus les femmes. Ça va nous donner la forme d'une poire. L'obésité génoïde n'a pas une corrélation significative vraiment avec les problèmes d'ordre cardiovasculaire et métabolique, pas vraiment avec le syndrome métabolique, mais par contre, avec les problèmes et les complications mécaniques, avec les complications articulaires. C'est normal, la majorité donc de la graisse et du poids va être mis à un seul endroit, les articulations de le membre inférieur. L'articulation de la hanche et l'articulation de le genou. Donc eux, ils vont prendre cher. Donc c'est pour ça qu'on va pouvoir dépister de l'arthrose
très fréquemment عند les personnes obèses, surtout les عندهم le type génoïde. On distingue également l'obésité mixte, ça c'est lorsque l'obésité est globale, hein, la graisse elle va se répartir un peu partout. Et bien sûr l'obésité cushingoïde qu'on a dit tout à l'heure avec l'hypercorticisme. Oui, la graisse va venir se loger au niveau de la face et au niveau du tronc de le patient. C'est une obésité qui est dite fascio-tronculaire. Après ça, troisième objectif que l'examen clinique va se fixer, c'est de rechercher les signes accompagnateurs de l'obésité. Des signes qui, ça ne veut pas dire que tu es obèse, ou ça ne veut pas dire que tu n'es pas obèse, mais quand même, ce sont des signes qui accompagnent la plupart du temps l'obésité. Trois signes peuvent être, bien sûr, recherchés à travers l'inspection, à travers le mulahada ta'ak. Ce sont les vergetures, la cellulite et l'acanthosis. En ce qui concerne les vergetures, qu'est-ce que les vergetures? Les vergetures, c'est ça. Ce sont des stries blanchâtres ou la rougeâtre, ça dépend de la couleur des يبانوا على la peau. Ce sont des fissures à la peau. فوقتاش يبانوا lorsque la peau تجعد trop rapidement على جال la prise de poids. Elles correspondent en réalité, d'un point de vue histologique, à la rupture des fibres élastiques du derme. Et donc, nous avons bzaf, les obésités, la constitution a été rapide. La personne a pris du poids très rapidement, elle a des vergetures. Surtout l'obésité cushingoïde, elle a donc une cause organique. Deuxième signe, la cellulite. La cellulite, maintenant, c'est quoi? C'est un épaississement de la peau qui va donner l'aspect de l'qshor تاع التشينا. Tu vois la peau, l'qshor تاع التشينا. Les reliefs, l'épaississement des reliefs sur l'qshor تاع التشينا, et ben, c'est ce qu'on va retrouver sur la peau lorsque l'on présente de la cellulite. Généralement, c'est bon au niveau des hanches et au niveau des cuisses. Dernier signe accompagnateur, qui lui va être plus important que les deux précédents, c'est l'acanthosis, et plus précisément l'acanthosis nigricans. Alors, lui, c'est quoi l'acanthosis nigricans? C'est des taches noires qui vont apparaître au niveau des plis de la peau, que ce soit au niveau du cou ou là au niveau de la région axillaire, au niveau des aisselles. Les taches noires qui te chauffent pour la première fois, tu peux les confondre avec de la saleté. Le patient il a un peu de saleté, mais en réalité non, c'est pas de la saleté, hein. Ce sont des taches qui ont une importance clinique importante. Parce qu'ils peuvent signifier, ils peuvent marquer la présence d'une résistance à l'insuline, ou encore la présence d'un cancer ou d'une tumeur qui est sous-jacente. Donc, à ne pas sous-estimer l'acanthosis nigricans. Quatrième objectif que notre examen clinique va se fixer, c'est de dépister les complications associées à l'obésité. Où sont les complications liées à l'obésité? On a 4 grands types de complications. Les complications d'ordre mécanique, les complications respiratoires, les complications cardiovasculaires, bien sûr, et les complications métaboliques, bien sûr, déjà. Pour les complications mécaniques, ce sont les problèmes articulaires, hein, de manière générale, hein, l'arthrose au niveau des hanches, au niveau du genou, ou encore même les troubles de la colonne vertébrale, de la statique vertébrale. On peut citer la scoliose ou encore la kyphose. Une personne obèse, surtout une personne qui a une obésité génoïde, va avoir un excès de poids qui va devoir être supporté malgré lui par le squelette. Et le squelette, il n'est pas fait pour supporter des poids qui sont astronomiques. Donc, fragilité articulaire, donc arthrose ou encore des problèmes au niveau de la colonne vertébrale. Pour les complications respiratoires, les complications d'ordre respiratoire, il faut savoir que le patient a un risque non négligeable de développer une insuffisance respiratoire chronique. C'est-à-dire qu'il ne peut pas respirer convenablement à cause du surpoids, à cause du poids en trop ou là en excès qu'il a.
Cette insuffisance respiratoire chronique va nous donner un syndrome, le syndrome de Pickwick, qu'on appelle communément maintenant le syndrome d'hypoventilation lié à l'obésité. Je te fais moi prendre un exemple. Une personne obèse, là, automatiquement, lorsque cette personne et qu'elle va dormir, le poids en excès là où il va retomber sur les organes respiratoires, sur son appareil respiratoire, sur ses voies respiratoires. Ce qui fait que la personne, elle ressent, la personne obèse qui est en train de dormir et qui a des voies respiratoires qui sont comprimées, elle ne peut pas respirer convenablement. Elle est en insuffisance respiratoire. Elle va se remarquer beaucoup plus le sommeil, et c'est le phénomène qu'on appelle l'apnée du sommeil. Les personnes obèses qui يرقدوا تلقاهم كي ينوضوا elles sont toujours fatiguées. يقول لك راني مازالي في الشلان عيان كي رقدت ما زدت عييت كثر. C'est pas un problème avec le sommeil, c'est un problème avec la respiration, c'est-à-dire le surpoids. Comprimer les voies respiratoires fait que la personne elle arrête de respirer. C'est ça l'apnée, c'est l'arrêt de la respiration. Donc, hypoventilation, il n'y a pas suffisamment d'oxygène qui rentre dans l'organisme de le patient qui est obèse, donc le sommeil n'est pas réparateur. Le sommeil ne permet avec le patient ou avec la personne de reposer et de récupérer qui malaise. C'est ça la complication respiratoire les personnes obèses. Troisième type de complication. Ce sont les complications d'ordre cardiovasculaire. Il faut systématiquement les rechercher. Il faut toujours rechercher les facteurs de risque cardiovasculaire, dont le morbellette, l'hypertension ou l'athérosclérose. C'est quoi l'athérosclérose? L'athérosclérose, c'est lorsque le cholestérol est très élevé au niveau sanguin, il va venir yilsaq sur les parois des vaisseaux sanguins. Il yilsaq les parois et il va former des plaques. Les plaques d'athérome. Ces plaques d'athérome, ils vont tout simplement boucher les artères. Et ça peut être très très dangereux, ça constitue un risque. Parce qu'il y a un accident cardiovasculaire. Ça peut nous donner donc un arrêt cardiaque, un IDM, un infarctus du myocarde. Ça peut nous donner un AVC, un accident vasculaire cérébral. Et donc, la vie du patient est donc en danger. Quatrième et dernier type de complication, important à rechercher, à dépister à l'examen clinique d'une personne obèse, ce sont les complications métaboliques. On a cité tout à l'heure le diabète de type 2, qui est une complication fréquente des personnes obèses. L'athérosclérose, on vient de l'expliquer, elle fait partie un peu des deux, cardiovasculaire et métabolique, c'est un peu des deux. La goutte, la fameuse maladie des riches, maladie métabolique qui est en rapport avec un taux d'acide urique très élevé, voire même trop élevé dans le sang, ce qui va avoir tendance à former des cristaux. Il y aura un dépôt de cristaux d'acide urique, l'IRDLicone un peu partout, mais surtout au niveau des articulations, ce qui va nous donner donc des arthrites, des inflammations au niveau des articulations. Et bien sûr, l'hyperlipidémie qui est à surveiller à les personnes obèses. Le taux de cholestérol, on l'a dit, mais aussi le taux de triglycérides qui ne doit pas être trop élevé. Si on veut rajouter un truc, les complications métaboliques, c'est surtout de faire attention, c'est surtout de demander aux patients de faire attention au syndrome métabolique. Alors, le syndrome métabolique, qu'est-ce que c'est? Les syndromes, c'est un regroupement de symptômes. C'est un regroupement en réalité de facteurs de risque qui a été défini récemment d'ailleurs. Un regroupement de facteurs de risque qui sont liés, qui peuvent être liés à l'obésité. Alors attention, il ne faut pas mélanger obésité et syndrome métabolique. Tu peux être obèse ou tu as un syndrome métabolique, pardon. Qui يقدر un syndrome métabolique بلا ما تكون obèse. Mais de manière générale, les facteurs de risque qui concernent le métabolisme de le patient تاعنا ou du moins ils sont associés à une obésité viscérale surtout, abdominale surtout. Alors,
Quels sont les facteurs de risque qui permettent de définir le syndrome métabolique? Eh ben, on en a 5. 5 facteurs de risque, 5 critères qui ne sont pas tous obligatoires pour diagnostiquer un syndrome métabolique. فهاد les 5 critères لو كان عندنا 3 منهم اللي راهم كاينين 3 منهم qui sont présents, on diagnostique le syndrome métabolique. Si une personne présente 3 des 5 critères et on va énumérer deux cas et on va les citer, elle est concernée par le syndrome métabolique. وشنو هما les critères? Nous avons tout d'abord bien sûr l'obésité viscérale, abdominale, hein, l'obésité qui va concerner la graisse des viscères. On va bien sûr la mesurer à l'aide du tour de taille. Le tour de taille, on a vu les seuils selon les normes européennes et américaines. On ne va pas les répéter. 94 cm, 80 cm pour hommes et femmes selon les normes européennes. 102 et 88 pour les normes américaines. Deuxième critère, c'est l'hypertension, la pression artérielle. Si elle est supérieure ou égale à 130 mm de mercure en systolique et 85 mm de mercure en diastolique. Bien sûr, ici on a cité le millimètre de mercure. احنا في الهضره تاعنا clinique ولا بالعاميه نستعملوا le centimètre de mercure. Ici 13, 8,5. Troisième critère, c'est la résistance à l'insuline. Donc l'état de diabète ou bien de prédiabète. Lorsque la glycémie à jeun est supérieure ou égale à 1 g ou 1,10 g, hein, ça dépend des recommandations, là, on considère que le critère ADA il est coché pour le syndrome métabolique. Donc il y a une résistance à l'insuline qui est présente. Quatrième critère, c'est le taux de triglycérides. Il est trop élevé. Trop élevé lorsqu'il va dépasser le seuil des 1,5 g par litre. Et enfin, dernier critère, c'est le taux de HDL cholestérol. Si le taux de HDL cholestérol, qui est considéré comme étant, entre parenthèses, le bon cholestérol, est inférieur à 0,4 g par litre pour un homme et 0,5 g par litre pour une femme, on considère que le critère est coché pour le syndrome métabolique. On arrive au dernier objectif, le 5e objectif de notre examen clinique, et ça va beaucoup plus faire appel à notre raisonnement, c'est de déterminer les causes de l'obésité. Alors, pour pouvoir déterminer les causes de l'obésité, il faut d'abord les connaître. Hein. Quelles sont les causes de l'obésité? On peut les regrouper en deux catégories, hein, en deux grandes causes. L'obésité constitutionnelle, la cause génétique, donc l'origine génétique, plus précisément monogénique. Ça, c'est le cas où l'obésité va être retrouvée chez les parents et dans l'environnement familial de manière générale. Deuxième catégorie de causes, c'est l'obésité. Ce sont les obésités qui sont acquises, المكتسبة, اللي حتكتسبهم عن طريق soit un trouble organique, مرض معين, ولا عن طريق le mode de vie تاعك, donc عن طريق الماكلة تاعك ou l'absence de sport تاعك. Donc, la cause numéro 1 d'obésité acquise, c'est bien sûr la modification du style de vie, hein, sédentarité. La sédentarité, c'est le fait que je bouger, que je fasse sport, que je me et bien sûr l'alimentation qui est bien sûr de nos jours trop salée, trop sucrée, trop grasse et qui n'est donc pas optimale pour rester en bonne santé. Deuxième cause. L'obésité acquise peut être d'origine psychogène, psychologique, un choc émotionnel par exemple. C'est pas à sous-estimer, hein, les origines psychogènes, faut les traiter, faut les prendre en charge, il faut pas les sous-estimer, mais c'est pas les causes, c'est pas les origines qui vont nous intéresser le plus en tant que clinicien. Les causes qui vont nous intéresser le plus, on ne doit pas passer à côté, ce sont les causes organiques, endocriniennes ou neurologiques. Les causes endocriniennes, ce sont les causes qui sont les plus fréquentes. On les a dit, syndrome de Cushing, hypercorticisme bien sûr, trop de cortisol, ça va favoriser la prise de poids facio-tronculaire, et l'hypothyroïdie, donc NOx, la thyroïde, donc NOx, les hormones thyroïdiennes, ralentissement du métabolisme, favorise la prise de poids. Maintenant, la cause neurologique, alors elle est plus rare, mais elle existe. Hein. Une lésion diencéphalique, une lésion
les tresses, le diencéphale, plus particulièrement l'hypothalamus, elle a un traumatisme crânien, peut chambouler la faim et la satiété, peut chambouler la régulation de la faim et de la satiété, ce qui peut causer une obésité. Ou encore, elle a dit une tumeur cérébrale, hein, ça peut chambouler de la régulation et donc nous causer, nous faire acquérir une prise de poids ou bien une obésité. وشنو هي la conduite à tenir اللي انت en tant que clinicien tu vas devoir tenir pour traiter la personne obèse. La première des choses, bien sûr, c'est de rechercher les facteurs de risque cardiovasculaire qui sont associés. Parce que le risque à la vie tel patient, ce n'est pas le poids en réalité qui va constituer le risque, c'est les facteurs cardiovasculaires pour éviter que ton patient fasse un AVC ou bien un arrêt cardiaque. C'est bien quand même de rechercher les facteurs et surtout de les prendre en charge. Si on a un diabète, il faut l'équilibrer. Si on a une HTA, donc une hypertension artérielle, il faut la traiter. Si on a autre chose, il faut traiter, tout simplement, et prendre en charge. Deuxième chose à faire, les règles hygiéno-diététiques. En tant que clinicien, en tant que professionnel de santé, le patient des règles d'hygiène de vie, des règles diététiques qui يقدر يaméliorer le mode de vie تاعو. Alors, شنو هما هاد les règles باينين. L'activité physique régulière. Il faut demander à notre patient de faire du sport. Soit d'aller faire du sport في الغابة, يروح يجري ولا يروح ينسكيفي يروح في salle de sport, ou là au minimum يمشي. Minimum faire 30 minutes de marche tous les jours pour augmenter les dépenses énergétiques et les dépenses caloriques. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, le régime alimentaire doit être équilibré, il doit être rééquilibré plus tôt. Alors, comment est-ce qu'on peut rééquilibrer un régime alimentaire? Alors, le patient qui est obèse, automatiquement, il ne mange pas kima lazim, donc on va faire appel à un diététicien ou à un nutritionniste qui va lui donner un régime alimentaire pour lui, qui doit être hypocalorique. La quantité de calories qu'il va ingérer à travers le régime alimentaire les dépenses énergétiques on a essayé de les augmenter avec l'activité physique. Le but, c'est quoi le but? Le but, c'est d'être en déficit calorique pour lui permettre de perdre du poids. Ce régime alimentaire, bien sûr, va être pauvre en graisses saturées, les acides gras saturés, la viande rouge essentiellement. Il va être pauvre en sucre rapide, le pain blanc, le khobz, il va falloir et bien sûr, il va falloir privilégier les aliments qui sont riches en fibres alimentaires. Donc, les fruits et les légumes, ce sont les meilleurs amis le patient. Les fibres alimentaires ont bien sûr beaucoup de bienfaits. Ils aident au transit, mais surtout, ils aident à la sensation de satiété. Le patient, lorsqu'il ياكل des aliments qui sont riches en fibres, il va moins sentir le joie ou يشبع plus facilement et plus rapidement que le cas de des fibres. Et bien sûr, on va essayer d'augmenter les acides gras polyinsaturés, le poisson ou les oléagineux qui est les amandes. On peut conseiller le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, c'est le fait que tu sommes pendant plusieurs heures de la journée. Tu t'autorises pas que tu ou là, à la limite, tu et tu vas manger seulement pendant quelques heures la journée. Tu vas restreindre ta fenêtre de repas à seulement quelques heures. Ça permet de diminuer les pics d'insuline, ça permet d'être en déficit calorique, ça permet de tout simplement perdre du poids. Voilà pour l'obésité. Donc, on va aborder le deuxième type d'excès de poids, les œdèmes. Alors, l'œdème, par définition, qu'est-ce que c'est? L'œdème, par définition, c'est un gonflement. C'est une accumulation anormale de liquide, d'eau, une rétention d'eau, une rétention une rétention hydrique, au niveau du tissu interstitiel. Donc, il va infiltrer, donc l'accumulation d'alma va infiltrer le tissu interstitiel, essentiellement en sous-cutané, juste la peau, et ça va causer un excès du
compartiment liquidien extracellulaire. On doit toujours suspecter et soupçonner la présence d'œdème devant chaque prise de poids qui est un peu trop rapide, hein, ici qui est quotidiennement égale ou supérieure à 500 grammes. وشنو هما les différents signes cliniques qui vont nous orienter à penser que notre patient présente un œdème. Autrement dit, وشنو هما les différents indices que le clinicien va pouvoir analyser pour déduire que son patient a un œdème. Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans l'étude sémiologique. Et plus précisément, l'examen clinique. L'examen clinique, au cours de l'examen clinique, nous allons d'abord tenter de localiser les œdèmes. Donc de connaître le siège et l'emplacement de ces derniers. Il faut savoir que l'œdème peut être soit localisé à un endroit précis, dans une topographie bien déterminée, ou là, il peut être généralisé à tout le tissu cellulaire sous-cutané, gars le corps à le patient. Pour les œdèmes localisés, on va les retrouver généralement au niveau des régions, soit au niveau des régions déclives, les régions tahtaniyyin, les membres inférieurs, ou là au niveau des régions où la peau, le tissu cellulaire est un peu plus merkhé, un peu plus lâche, qui met les paupières ou le dos de la main par exemple. Pour les régions déclives, il est le sujet raho debout. On retrouvera essentiellement les œdèmes au niveau donc de la région de la cheville, la région malléolaire, lorsqu'on va retrouver les malléoles tibiales et fibulaires. Au niveau de la jambe, des jambes, la face interne du tibia. Il est le malade ou le patient il est couché, on va retrouver beaucoup plus les œdèmes dans la région lombaire et la face interne de la cuisse. On a quelques photos ici. Là, tu peux voir qu'on a un œdème qui se localise au niveau des pieds, au niveau de la région malléolaire, au niveau de la région de la cheville. Là, on a un œdème qui se localise au niveau de la jambe et qui laisse d'ailleurs une empreinte, on va en parler. Et bien sûr, comme on a dit tout à l'heure, si ce n'est pas au niveau des régions déclives, un œdème localisé va généralement préférer les paupières, le dos de la main, donc les régions où le tissu cellulaire est plus lâche, il est un peu plus merkhé. Œdème de la paupière, œdème ici de la paupière, des mains, du visage de manière générale. Voilà pour les œdèmes localisés. Si l'œdème n'est pas localisé, il va être généralisé. On va le retrouver vers le corps, vers le tissu sous-cutané, le patient. Donc, on retrouvera les œdèmes généralisés bilatéraux et symétriques. Ce que tu vas retrouver à droite, tu vas le retrouver à la gauche. Et surtout, ils vont être associés la plupart du temps à des épanchements, les séreuses. Les séreuses, tu les connais normalement, mais les séreuses, ce sont les membranes qui relèvent trois organes très importants. عندك le péricarde اللي يغلف le cœur, عندك la plèvre اللي تغلف le poumon, وعندك le péritoine اللي يغلف non pas un organe mais يغلف un groupe d'organes, les organes digestifs, les organes de la région abdominale de manière générale. كل واحد فيهم راهو متكون من deux feuillets لاصقين ما بيناتهم, un feuillet pariétal externe اللي يقابل la paroi et un feuillet viscéral interne اللي هو لاصق مع la viscère او لاصق مع l'organe. Entre les feuillets, on a une très petite quantité de liquide qui permet d'éviter les frottements, essentiellement lorsque l'organe bouge, qui met le cœur ou le poumon. Il y a un liquide qui s'accumule au point où les feuillets ne connaissent rien. Un épanchement, une infiltration, une accumulation de liquide séreux entre les deux feuillets de la membrane séreuse, justement. Donc, l'épanchement pleural, l'hydrothorax, l'épanchement péritonéal, l'acide, l'épanchement péricardique, l'épanchement péricardique. Voilà. Lui, il n'a pas un autre nom. Si vous avez un œdème généralisé, la plupart du temps, il va être accompagné de ces trois épanchements. Et lorsque les trois épanchements sont avec un œdème généralisé, on dit que le patient a un état
d'Anazark. Le patient là que tu fais faire de l'image, راهو donc fait un état d'Anazark. On voit un œdème qui est généralisé, donc un gonflement au niveau du visage, au niveau des paupières, au niveau des avant-bras, au niveau des mains et un gonflement au niveau du ventre. Alors, ce gonflement-là au niveau du ventre, c'est pas du gras. Le gosse là que tu fais faire de l'image, il n'est pas obèse, hein. C'est pas du gras, c'est de l'eau, c'est du liquide séreux qui s'est accumulé entre les feuillets et le péritoine. C'est ce qu'on appelle l'acide. Voilà pour le siège des œdèmes. Maintenant, وكشنو هو l'aspect تاع les œdèmes اللي حنشوفوه في l'examen clinique تاعنا à travers l'inspection et la palpation. كيفاش حيبانوا لنا les œdèmes تاعنا؟ Eh bien, à travers l'inspection, on remarquera, pour pouvoir reconnaître un œdème, une augmentation de volume, un gonflement. Pour être plus exact, la peau حتبان لنا lisse, حتبان لنا luisante, et on aura une disparition, un effacement des reliefs de la peau. Les saillies, toutes les structures qui sont kharjin pour la peau, ils vont disparaître. Ou même les méplats, les structures platines pour la peau, elles vont disparaître. Tout va être gonflé. C'est ce que tu peux remarquer ici, par exemple, là, au niveau du pied, les zones qui étaient plates et les saillies qui sont kharjin au niveau donc, du pied ont disparu. Tout est gonflé. Ça montre et ça prouve qu'on est face à un œdème. Ça, c'est à l'inspection. À la palpation, au toucher, qu'est-ce qu'on va remarquer? Si on applique une pression, le doigt terna, faut un œdème, on va remarquer que l'œdème va garder l'empreinte sur le doigt terna. Ça, c'est ce qu'on appelle le signe du Godet. Ce signe de Godet n'est pas présent dans les œdèmes. Ce n'est pas les œdèmes qui vont garder l'empreinte sur le doigt تاعك, l'empreinte d'une pression moyenne. Alors pourquoi est-ce qu'on le cite alors, le signe du Godet de Manqash les œdèmes? Et bien justement, c'est pour pouvoir distinguer les types d'œdèmes et pouvoir distinguer les causes des œdèmes. Car l'aspect de l'œdème va varier à l'ihsab la cause تاعو bien sûr. نفتحوا une parenthèse pour les causes des œdèmes. Pour avoir un œdème, on a trois grandes causes et on peut citer. عندنا la cause rénale, le rein, la cause hépatique, le foie, le kibda, et la cause cardiaque, le cœur. كيفاش le rein, le foie ou le cœur يقدروا يمدوا لنا des œdèmes? Eh ben c'est très simple. Le rein, la fonction تاعو c'est de filtrer, c'est de يصفي الدم. إذا ما يقدرش يفلتري كيما لازم le sang, automatiquement, les pressions qui s'appliquent au niveau du système circulatoire, qui يتحكموا في la sortie ou l'entrée تاع الماء, اللي هما les pressions hydrostatiques et oncotiques la deuxième année et la première année, l'équilibre va être déréglé. On aura un déséquilibre entre les pressions hydrostatiques et oncotiques. Ça va faire que le ma va يخرج en trop grosse quantité, le compartiment sanguin, et donc ça va nous donner un œdème. Ça c'est pour la cause rénale. Pour la cause hépatique. Le foie, لازم تكون على بالك بلي fabriquer l'albumine, qui est la protéine la plus importante, ou bien la protéine la plus présente au niveau du plasma sanguin. Les protéines au niveau du sang ont un rôle très important, parce que هما المسؤولين على la pression oncotique. Au niveau du système circulatoire, le sang, lorsqu'il circule au niveau des vaisseaux sanguins, a d'une part une pression, la pression hydrostatique, le sang qui est la paroi, il exerce une pression hydrostatique, le plasma, l'eau, le plasma sanguin, il يخرج vers les tissus pour former le liquide interstitiel. Ou de l'autre côté, عندك une pression اللي حتقابلها اللي تخلي الماء elle va équilibrer, compenser de la pression hydrostatique, c'est la pression oncotique اللي حتخلي الماء تبقى في le compartiment sanguin. Cette pression oncotique, elle est due à la présence des protéines. Donc bingo, إذا le foie هو اللي fabriquer l'albumine, imaginons que le foie
ما يفابريكيش هاد لي بروتيين اللي نسحقوهم باش يكون كاين لا بريسيون كوتيك اوتوماتيكمون يا با دو بروتيين يا با دو بريسيون كوتيك اي دونك الماء حيخرج من الدم اي جوغي ان œdème. Cause cardiaque. Le cœur kiffe. Si on a une insuffisance cardiaque, le cœur ماهوش يدير خدمته ماهوش يبومبي. Donc automatiquement le sang va stagner. إذا le sang est stagné, la pression hydrostatique هتزيد. Et donc l'eau, le plasma sanguin va avoir tendance à sortir le compartiment sanguin, donc il y a un œdème. Voilà les causes, l'explication des mécanismes physiopathologiques en résumé qui expliquent les œdèmes. Il faut savoir que les œdèmes qui sont de type rénal ou hépatique, l'aspect qui fait la photo de droite, un aspect blanc, pâle, un aspect mou, indolore, et gardons bien le godet. L'empreinte تبقى مليح. Tandis que les œdèmes, les causes sont cardiaques, sont dues à des insuffisances cardiaques. Ils vont avoir tendance à être rosés, rouges, voire violacés. Ce qu'on voit par exemple le schéma de gauche. Douloureux, plus ferme, c'est un peu plus yepsine, et donc par conséquent, il garde moins bien le godet, voire même il garde très très mal le godet. Il faut savoir que l'aspect les œdèmes tannites, surtout au niveau donc de la fermeté et du godet, il va dépendre de l'ancienneté de l'œdème. Un œdème récent, il va être plus mou qu'un œdème ancien. Lui, il va être ferme. Un œdème récent va bien prendre le godet, tandis que l'œdème ancien va moins bien le prendre et il va être même plus douloureux. Ça, c'est important à retenir. Pour les causes les œdèmes, comme on a dit, 3 causes, rénale, hépatique et cardiaque. La cause rénale, comme on a dit, on peut avoir un problème au niveau de la membrane de filtration. Oui, les protéines qui يجوزوا, oui, mais un déséquilibre dans la répartition tellement. C'est ce qui arrive le syndrome néphrétique, donc problème de la membrane de filtration, les protéines يجوزوا, et donc déséquilibre avec les pressions oncotiques et hydrostatiques et œdème. Ou là, on peut avoir une inflammation le glomérule le glomérule rénal qui هينقص la filtration glomérulaire, et donc automatiquement إذا ما كاش filtration تاع الماء وتاع الصوديوم, et bah الماء والصوديوم هيبقاو في الدم, et donc rétention hydrosodée, bah, c'est littéralement l'œdème, c'est la définition de l'œdème, c'est de retenir de l'eau et du sodium qui va ensuite aller s'infiltrer flux tissu interstitiel. C'est le syndrome glomérulonéphrite aigu, qui est cité. Pour la cause hépatique, c'est la cirrhose qui peut donner des œdèmes, la destruction des cellules du foie qui va être remplacée par un tissu fibreux, par de la fibrose, non fonctionnelle bien sûr, ce qui va inaqas la fonction TAO, moins d'albumine, déséquilibre des pressions et donc œdème. La cause cardiaque, on a un problème, ce sont les insuffisances cardiaques, globales ou la droite, qui peuvent causer des œdèmes. Mention spéciale pour un type d'œdème un peu particulier, le myxœdème. Le myxœdème, c'est un œdème qui fait une substance mucoïde, qui s'appelle mucus. Il banne généralement donc elle a le visage, elle a les paupières, c'est ce qui va donner l'aspect mnefakh, le visage. La qualité des cheveux, la qualité des fanères, donc les cheveux, les poils, les ongles, même les dents. Et il faut savoir que le myxœdème, c'est un signe caractéristique à ne pas oublier, à ne pas louper de l'hypothyroïdie, de l'insuffisance thyroïdienne. On va terminer avec les excès de poids. On va maintenant aborder les déficits pondéraux, qui sont divisés en deux, l'amaigrissement et la déshydratation. On commence avec l'amaigrissement. L'amaigrissement, par définition, c'est une perte de poids très importante qui concerne la masse grasse et la masse active. La masse grasse et la masse active. On a une perte de la masse grasse. Ensuite, on va avoir une perte de la masse musculaire. Ça, c'est ce qui définit l'amaigrissement. On sait qu'il
qu'il s'agit d'un symptôme important l'INSEBO dans un grand nombre de maladies. Attention, l'amaigrissement, mais la maigreur. On ne doit pas les confondre. L'amaigrissement, c'est une perte de poids qui est rapide, qui est même trop rapide. Elle est brutale, elle est alarmante, parce que tu as une pathologie sous-jacente. La maigreur, non. La maigreur, ce n'est pas un état pathologique, c'est une insuffisance pondérale, ok, mais ce n'est pas pathologique. Parce que la maigreur, elle est constitutionnelle, tu es constitué avec le poids, il est insuffisant, ok, mais ça c'est depuis la naissance, depuis l'adolescence. C'est un poids qui reste stable et qui n'est pas accompagné de troubles quelconques. Maintenant, les différents signes cliniques de l'amaigrissement. Donc, on va l'étude sémiologique de l'amaigrissement. L'étude sémiologique de l'amaigrissement, elle va t'attendre à l'interrogatoire et l'examen clinique, bien sûr. L'interrogatoire, qu'est-ce qu'on va rechercher? On va rechercher des points essentiels qui sont à peu près les mêmes que pour l'obésité. La première des choses, les modalités de la perte de poids. Donc, on va bien sûr chauffer la rapidité et l'importance quantitative de la perte de poids. Combien de poids le patient tu as perdu? Et en combien de temps? Est-ce que ça a été rapide ou là? La perte de poids, elle est massive, elle est rapide, la valeur sémiologique تكون كبيرة. Elle va nous alarmer, elle va nous inquiéter. On va rechercher un symptôme associé qui est très très important, la notion d'anorexie ou d'inappétence. Alors, qu'est-ce que l'anorexie? L'anorexie, c'est le fait que tu as perdu l'envie de manger. C'est ça la définition d'anorexie. C'est la perte de la faim, l'inappétence, la perte d'appétit. Est-ce que le patient TAC, il a perdu du poids parce que il est anorexique, ou là, il a perdu du poids malgré le fait que mazalo hab yakul et que mazalo yakul. C'est un symptôme très important qui va nous permettre de différencier les types d'amaigrissement. Ça va de déterminer différentes causes, différentes étiologies pour l'amaigrissement. On a d'autres signes associés qu'on va devoir chercher, les troubles digestifs, nausées, vomissements, diarrhée bien sûr, et l'asthénie qui est la fatigue générale, la fatigue persistante malgré le repos. On a bien sûr l'interrogatoire à la prise de médicaments. Est-ce que notre patient a un traitement qui lui fait perdre du poids, qui est le lévothyrox? Si notre patient il est donc le lévothyrox, il prend des hormones thyroïdiennes, il ne faut pas s'étonner, il a eu un problème avec le dosage, que parce que les hormones thyroïdiennes accélèrent le métabolisme, ce qui peut causer des pertes de poids. C'est connu. Pour l'examen clinique maintenant. L'examen clinique, on va essayer d'évaluer, d'apprécier l'état du tissu adipeux, le panicule adipeux, et aussi la masse musculaire, très important. Donc, là, on que dans le cas d'un amaigrissement très important, la peau tbane beaucoup trop grande et très très flasque par rapport le corps تاعك. وين نقدر نشوف هاد الشيء؟ je peux le voir au niveau donc de l'abdomen. Je peux le voir au niveau des bras, au niveau des cuisses. Ça c'est important à vérifier et à examiner. On va aussi essayer d'évaluer l'état de la masse musculaire. Nous chauffons les bras et les mollets de notre patient, essentiellement les bras. Nous chauffons, est-ce qu'il y a encore du muscle ou là ça a complètement fondu et qu'on ne voit que la peau sur les os.
Demain, on va voir la peau sur les os. Demain, on va être inquiété, bien sûr, à de l'amaigrissement. L'examen clinique, il va être rechercher, ça c'est très important, les adénopathies et le goitre à travers l'examen le cou. Alors, les adénopathies, il ne faut pas oublier de les rechercher. Hein, c'est la Les adénopathies, c'est les hypertrophies, donc les gonflements les ganglions lymphatiques. Pourquoi est-ce que nous avons les adénopathies? Parce que les adénopathies, c'est un signe, le syndrome tumoral. Présence d'adénopathie avec amaigrissement, il y a une tumeur ou un cancer. Goitre, examen de la thyroïde. Il faut vérifier si la thyroïde a une taille normale ou elle présente un goitre ou pas. Le goitre, c'est bien sûr l'hypertrophie, le gonflement de la thyroïde. Parce que s'il y a un goitre, on va bien sûr vers l'hypothèse, on va être orienté vers l'hypothèse de l'hyperthyroïdie. Où sont les causes des amaigrissements? Les amaigrissements, on peut les classer en deux grands groupes. Le symptôme associé est l'anorexie. On a des causes qui vont nous donner un amaigrissement avec anorexie, c'est-à-dire que le patient c'est bon, il a perdu l'envie de manger, c'est pour ça que la wichienne. Donc on a les origines psychologiques, dépression nerveuse, qui peut causer une anorexie, qui va ensuite nous donner un amaigrissement, à ne pas sous-estimer, à ne pas négliger les causes psychologiques, il faut les traiter, il faut les prendre en charge. Origine digestive, ulcère gastro-duodénal, ça peut nous causer une anorexie, pas parce que la personne n'a pas envie de manger, mais plutôt parce que elle a peur de la douleur. Donc, les origines digestives sont des causes et des étiologies probables pour un amaigrissement avec anorexie. Ou encore des maladies générales. Cancer, dans le cas où on a eu des adénopathies, et donc est-ce qu'on confirme le syndrome tumoral. Ou encore la tuberculose, maladie infectieuse, et là c'est accompagné de fièvre bien sûr, qui peut nous donner une anorexie et un amaigrissement important. Deuxième catégorie de causes, ce sont les amaigrissements avec conservation de l'appétit. Notre patient, c'est vrai qu'il a perdu beaucoup de poids rapidement, mais il a toujours envie de manger et qu'il conserve toujours son appétit. On va être orienté essentiellement vers quoi? Vers l'hyperthyroïdie, pardon. إذا le patient مازالو حاب ياكل, il n'a pas de trouble digestif ou il a perdu du poids, et vérifier la thyroïde, peut-être qu'il est en hyperthyroïdie, ce qui a fait augmenter ses dépenses énergétiques, et malgré le mec il perd du poids. C'est probable. C'est important de vérifier l'interrogatoire, la prise de traitement de médicaments. Il prend du lévothyrox, il ne faut pas s'étonner qu'il perde du poids. Des amphétamines, il ne faut pas s'étonner qu'il perde du poids. Donc, c'est très important à rechercher l'interrogatoire. Autre cause, si on a remarqué l'interrogatoire, il y a des troubles digestifs, diarrhée, vomissement ou autre, essentiellement la diarrhée chronique, et bien là, on a la réponse terna. On a la cause terna. Ça peut être une maladie cœliaque. Ça peut être donc la cause terna, ce sera des pertes digestives trop importantes. Pourquoi est-ce qu'il est en train de maigrir alors que Wiakol, parce qu'il n'absorbe pas au Wiakol. C'est un syndrome de malabsorption. Ou encore, on peut être orienté vers un diabète sucré, insulino-prise. Voilà les différentes causes de l'amaigrissement avec conservation de l'appétit. On termine le cours ternin avec les états de déshydratation. La déshydratation, c'est quoi? C'est une perte de quantité importante d'eau qui est aiguë, qui va être brutale, qui va être vraiment brutale, rapide. De la perte d'eau, soit elle va venir du secteur liquidien extracellulaire, on parle de déshydratation extracellulaire, et c'est la plus fréquente d'ailleurs, soit elle va venir du secteur liquidien intracellulaire. Donc là, on parle de déshydratation intracellulaire. On commence avec la déshydratation extracellulaire. Elle est définie par quoi, la déshydratation extracellulaire? Elle est définie par la perte d'eau et de sodium du compartiment extracellulaire, et elle va s'accompagner automatiquement d'une hypovolémie, c'est-à-dire une baisse du volume sanguin. Voilà, parce que le compartiment extracellulaire, c'est le liquide interstitiel et le plasma sanguin. Donc, si je perds de l'eau au niveau du plasma sanguin,
je perds du plasma, je perds du sang, je perds du volume sanguin, ça va me donner une hypovolémie. Donc, min hadchi, tu peux déjà déduire les potentielles conséquences d'une déshydratation extracellulaire. L'étude clinique ou la sémiologique dans la déshydratation extracellulaire. وشنو هما les différents signes اللي هيخرجوا لنا من la déshydratation extracellulaire. Déjà, premier signe, c'est la perte de l'élasticité de la peau. Si tu essayes de pincer donc avec le pouce et l'index, la peau, tu as une personne qui est déshydratée, qui a une déshydratation extracellulaire pour être plus précis, tu vas voir que la peau va garder le pli, un pli de déshydratation. Ça, c'est un signe qui est recherché, qui est constamment recherché, soit à le bras ou l'avant-bras de l'individu, soit au niveau donc de la cuisse, la face interne de la cuisse de notre patient, ou bien au niveau de l'abdomen, ou bien dans la région sous-claviculaire, de manière générale. Deuxième signe, hypotonie des globes oculaires. Baisse de la pression interne dans le globe oculaire. Ça va avoir pour effet visuellement de nous donner quoi? De nous donner l'aspect des globes oculaires, des yeux, qui sont enfoncés dans l'orbite. J'ai l'impression que l'œil est dans l'orbite. Ça nous donne des cernes, un aspect très cerné, tu as les yeux. Et bien sûr, ça c'est une conséquence de notre déshydratation extracellulaire. L'hypovolémie va nous donner bien sûr une hypotension artérielle, donc c'est un signe qui est plus ou moins tardif, moins de volume sanguin, donc automatiquement la tension artérielle et le cœur va essayer de compenser une tachycardie. Il va augmenter la fréquence cardiaque, la fréquence de battement pour pouvoir compenser de l'hypotension. Si on n'a pas d'eau, on est déshydraté d'un point de vue extracellulaire, automatiquement les reins ne vont pas bien être perfusés et ils ne vont pas filtrer, ils ne vont pas innerger encore plus d'eau, le sang, sachant qu'on n'a pas déjà beaucoup d'eau le compartiment plasmatique. Donc on va avoir une oligurie, donc une baisse du volume des urines, la diurèse. Et bien sûr une perte de poids. Ça, ce sont les différents signes qui sont observés la déshydratation extracellulaire. Pour les causes, le plombier qui est en nous, automatiquement, il y a la déshydratation extracellulaire, par définition, c'est une perte. C'est une fuite d'eau. Le même sodium, il donc, quelles sont les potentielles causes qui justifient les fuites? C'est soit le rein, donc fuite rénale, donc le rein il réduit beaucoup ou sodium, donc l'insuffisance rénale chronique, ou là c'est digestif. Donc c'est l'appareil digestif là où il خرج بزاف الماء à travers les vomissements et ou la diarrhée. Donc pour la fuite rénale, il a une polyurie, donc augmentation de le volume des urines. Le patient il boule bzaf avec une natriurèse élevée. La natriurèse, c'est le taux de sodium dans les urines. Et on peut est élevé, le canal est supérieur à 2 grammes. Automatiquement, ça va nous donner une déshydratation extracellulaire. Et les signes, les symptômes, tu vas les retrouver où? L'insuffisance rénale chronique. Pour la perte digestive, même chose. Pourquoi est-ce qu'on est déshydraté? Pourquoi est-ce que le patient est déshydraté? Parce qu'il vomit et a une diarrhée. Automatiquement, il خرج الماء من الفوق ومن التحت. Donc, déshydratation extracellulaire. Dans le cas de figure, le sodium les vomissements et la diarrhée. Donc, la natriurèse, donc le taux de sodium les urines, il va être bas, le rein, donc inférieur à 500 mg par jour. Pour la déshydratation intracellulaire, ça va être beaucoup plus simple. C'est une déshydratation qui est peu fréquente, elle est rarement isolée. La plupart du temps, la déshydratation extracellulaire. Le premier signe très important, c'est la tâche, la soif. Le patient qui est déshydraté en intracellulaire, il ressent une soif intense. Il a des muqueuses qui vont être sèches. Les lèvres تاعو فمو حيكون ناشف. حيقول لك فمي راه ناشف واني عطشان. Ce sont des signes de déshydratation intracellulaire. تصيبو avec une polypnée, c'est-à-dire qu'il va respirer
rapidement, fréquence respiratoire très très élevée, avec une fièvre. Tu peux te subir des troubles de la conscience, des troubles neurologiques et bien sûr une perte de poids importante qui va être associée. On termine avec la déshydratation globale qui est bien sûr un mixte des deux déshydratations extracellulaires et intracellulaires qui est remarqué essentiellement lorsque les pertes digestives sont très très importantes. Pour terminer le cours Terna, on a deux petits tableaux qui vont te résumer les différents signes observés au cours de l'examen clinique pour les déshydratations extracellulaires et intracellulaires ainsi que leurs causes. Alors pour les signes, la déshydratation extracellulaire, l'examen clinique, déjà par définition, c'est une perte d'eau et de sodium du milieu extracellulaire, à l'inverse de la déshydratation intracellulaire qui est une perte d'eau le milieu intracellulaire. Le premier signe observé en extracellulaire, c'est le pli cutané. Lorsqu'on va pincer la peau avec notre pouce et notre index, avec deux doigts, on va observer la persistance avec le pli. C'est le premier signe. Pour une déshydratation en intracellulaire, le premier signe sera bien sûr la tâche, la soif. Deuxième signe en extracellulaire, c'est l'hypotonie des globes oculaires, avec un aspect qui est rentré, qui est beaucoup trop derrière l'orbite. En intracellulaire, le deuxième signe sera une sécheresse des muqueuses, donc des muqueuses essentiellement au niveau donc, des lèvres, au niveau de la bouche et au niveau de la langue. Troisième signe pour l'extracellulaire, une hypotension tardive. C'est une conséquence de l'hypovolémie à la kulli, qui va ensuite essayer d'être compensée par une tachycardie, le cœur bien sûr. L'intracellulaire, on peut avoir des troubles neurologiques, ça peut être associé à une tachycardie ou à une hypothermie même, mais surtout on va avoir une polypnée, augmentation de la fréquence respiratoire. En extracellulaire, on va avoir une oligurie, c'est-à-dire, ou là même une anurie, donc une diminution du volume des urines, voire une anurie, voire même une anurie qui est l'absence d'urine, carrément. Parce que il y a une moins bonne perfusion rénale, le sang et le plasma sanguin. En intracellulaire, on aura une fièvre et dans les deux cas de figure, en extra et en intracellulaire, on aura une chute de poids qui sera associée. Pour les causes, la déshydratation extracellulaire, on a dit, essentiellement c'est soit rénal ou lait digestif. Rénal à cause d'une polyurie, ça peut être dû à des tubulopathies, donc des maladies et des troubles, donc des tubules rénaux. Ça peut être dû à un diabète sucré ou bien diabète insipide, qui fait le syndrome polydipsique. Pour la cause digestive, vomissement et diarrhée, exemple le choléra. Les personnes qui sont infectées par le choléra, ils vont avoir tendance à se déshydrater rapidement, parce qu'ils vomissent et ils ont une diarrhée qui est associée. On peut citer une troisième cause même, cutanée, plus rare, lorsque la transpiration est excessive. Lorsque le patient a un problème de sudation, beaucoup trop, et automatiquement, avec l'araq, c'est de l'eau, c'est une perte d'eau qui va avoir tendance à le déshydrater. Pour la déshydratation intracellulaire, la cause là, c'est l'extracellulaire. La déshydratation extracellulaire va induire une déshydratation intracellulaire, ce qui est logique. Perte d'eau, le compartiment plasmatique et interstitiel va amener à perdre de l'eau liée au jam les cellules. Ou bien ça peut être dû à une hyperosmolarité, augmentation donc de l'osmolarité, donc de la concentration, à la gel, une hyperglycémie, à la gel, une hypernatrémie qui est iatrogène, c'est-à-dire qui est induite par des médicaments ou là, par un traitement médicamenteux qui va donc nous donner une déshydratation en intracellulaire. C'était tout pour la vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez compris. On se retrouve une prochaine fois, Inch'Allah, pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, à la khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.